Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée à Ludiverse à Paris-Montreuil. Je suis je suis avec l'auteur du jeu qui va sortir sur The Division, Tom Clancy's, et donc un nouveau partenariat avec Ubisoft après Assassin's Creed. Voilà, et on va pouvoir parler un petit peu du jeu qui va être au Kickstarter le 28 avril. Je ne me trompe pas, c'est ça? Alors ça a été décalé, ce sera le 12 mai. 12 mai. Bon, j'ai de mauvaises informations, je suis désolé. Non, mais la décision a été prise avant-hier, donc voilà. Voilà, et on va pouvoir parler un petit peu de ce jeu, qu'est-ce qu'on va trouver dedans, comment ça va se passer, et puis surtout, comme on bénéficie d'avoir l'auteur avec nous, on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur ce qui t'a inspiré, comment tu as abordé la chose et comment tu as abordé par rapport au jeu le JDR. Alors si tu peux déjà te présenter. Ouais, je m'appelle Robin, donc je travaille avec Arcane et d'autres éditeurs en tant qu'auteur, superviseur de gamme et relecteur. Et là j'interviens en tant que concepteur et auteur donc, du nouveau jeu qu'on lance le 12 mai, et donc qui est Tom Clancy's The Division, et qui est le fruit de 2 ans de travail avec Ubisoft et Massive Entertainment, donc qui est le studio derrière la licence de jeux vidéo, et donc qui est l'aboutissement d'un partenariat qui a été mené de manière renforcée et très étroite avec les équipes de création derrière, et qui est l'opportunité pour nous justement d'apporter le jeu vidéo qui était très axé combat dans le monde du jeu de rôle, et surtout d'en proposer notre interprétation, à savoir que nous on a fait le pari de proposer quelque chose radicalement différent qui effectivement s'ancre dans l'univers de The Division, dans la timeline connue avec des personnages très familiers que les joueurs du jeu vidéo peuvent connaître, mais ici qui se positionne avec une approche qui est différente dans le sens où on incarne des agents qui ne sont pas simplement des tireurs comme on peut le voir dans le jeu vidéo, mais qui sont des agents de négociation, des médiateurs en temps de crise, et qui doivent justement ramener l'ordre, combattre le poison vert et l'anarchie, mais avec des moyens qui sont plus pacifiques. On va essayer de préserver des vies civiles, les vies des ennemis aussi, et donc on a créé un système qui est un peu différent, qui va plus miser sur la résolution rapide, la négociation, même si le combat est présent dans le combat, et qui va permettre aux joueurs qui sont familiers de la licence ou qui la découvrent d'investir le monde de The Division d'une manière totalement inédite. Donc on est sur quelle dynamique de jeu en réalité sur le JDR? Parce que là on n'est pas sur une manette, comme tu dis, on va être plutôt dans la négociation, plutôt dans le jeu de stratégie, donc c'est très coéquipier j'imagine. Ouais. Voilà, et l'approche est donc différente du jeu vidéo, il faut s'attendre à quoi? Alors, le jeu vidéo, il a un postulat qui est vraiment justifié par le gameplay, qui est un petit peu celui du One Man Army. En fait, on interprète un agent, donc il y a la possibilité de jouer avec des coéquipiers, mais l'expérience solo, en tout cas, on est un agent qui va pouvoir tuer, 500 adversaires en une journée, sans vraiment souffrir des conséquences de ses actes. Les balles lui font assez peu de dégâts, et nous, c'était vraiment une proposition qu'on ne voulait pas défendre dans le jeu de rôle, et on voulait apporter du réalisme là-dedans. Le réalisme là-dedans, il se traduit de plusieurs façons. La première, c'est que on a un système de combat, j'en parlerai peut-être un peu après, mais qui est vraiment meurtrier. Il faut faire attention à chaque engagement. Plus encore, il faut essayer de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. Le combat, il a toujours des conséquences. On peut mourir très facilement. Donc c'est un jeu qui tue. C'est un jeu qui tue. Et surtout, l'idée derrière aussi, c'est qu'on n'affronte jamais un adversaire seul. C'est un jeu qui est collaboratif, qui met le collectif en avant, et ça se traduit déjà dans le postulat de base, qui est que on incarne des agents qui forment une escouade, donc on agit avec son collectif, avec ses coéquipiers, et surtout ça se traduit mécaniquement dans le sens où en fait le dernier personnage du groupe, c'est l'escouade elle-même. Parce qu'elle est soutenue par un système de mécanique dédié qui permet en fait de suivre l'évolution de son escouade, comment est-ce qu'elle collabore, comment est-ce que les agents œuvrent de concert, les ressources qu'ils ont à disposition, parce qu'ils peuvent débloquer des atouts qu'ils peuvent sélectionner en début d'opération, pour vraiment qu'il y ait une couche tactique qui permette de dire tiens, je sais que la prochaine mission, elle va nous amener dans un territoire ennemi qui est réputé comme dangereux, je vais plutôt sélectionner des atouts défensifs qui vont venir enrichir les capacités de réponse de notre escouade.
mais plutôt en mettant l'accent sur les gunfights. Donc par exemple pour tout ce qui est armement, est-ce qu'on a à disposition dès le départ ou il va falloir débloquer des choses, avancer Alors l'équipement, moi j'ai horreur en fait des tableaux à rallonge, des tables qui vont vous expliquer les différents profils d'armes. Donc la direction que j'ai choisie moi, c'est vraiment en fonction de la catégorie, du calibre d'arme que vous allez choisir. Il y a un profil générique que vous pouvez customiser de manière ou non pour avoir vraiment une arme qui vous ressemble. Mais en tout cas, le système de combat, les armes, c'est très simple à prendre en main. Vous prenez un fusil, il a une portée et des dégâts qui sont fixes. Donc pour la lisibilité du combat, c'est plus simple. Oui, techniquement, si on a une arme, c'est qu'on a l'habilitation, on a la capacité de l'utiliser. Et en fait, en fonction de la classe que vous allez choisir, chaque classe, elle se lance au combat en début de mission avec ce qu'on appelle un équipement réglementaire qui va définir ce qu'elle a dans son barda, qu'elle peut améliorer avec certains atouts et qu'elle peut emporter des armes et de l'équipement qu'elle aurait sauvegardé d'une mission précédente. Mais en tout cas, on a un équipement qui est déterminé et qui est limité. C'est vraiment pas l'agent qui va partir avec 5 lance-roquettes sur le dos. Généralement, on a une arme de poing, un fusil ou une arme spécialisée, pas plus. Tu disais donc que le 12 mai, c'est ça le 12 mai, hein. Ouais. Je ne me trompe pas. 12 mai, c'est le financement. Ouais. Voilà, le financement commence. On part dans un premier temps, tu me montrais la boîte en Kickstarter, qui est très riche en matériel. Là-dessus, je sais que Ubisoft, pas Ubisoft, pardon, Arkane est très loyal dans son travail. On le voit avec Mutant Year Zero, on le voit avec Dune, on le voit. Voilà, c'est des séries qui peuvent s'allonger. Apparemment, c'est quelque chose qui va peut-être continuer. Oui, c'est une volonté affirmée. Nous, quand on a commencé à aborder le travail avec Ubisoft et qu'on leur a pitché le projet, on leur a tout de suite annoncé notre volonté qui était de développer une gamme, pas simplement faire un one-shot. Et on leur a annoncé un suivi de gamme sur au moins 3 ans. L'idée de la vague 0, donc celle qui va être annoncée dans le financement et qui va être livrée à l'automne 2026, on arrive avec une gamme qui est déjà suffisante et autonome parce qu'on a un starter set, on a un livre du joueur, on a un livre du meneur et une flopée de scénarios qui arrivent, plus plein d'accessoires qui vont permettre d'augmenter et de simplifier l'expérience de jeu. Mais derrière, en fait, on a vraiment un planning éditorial qui est fixé, qu'on pourra révéler en partie durant le financement, mais qui sera amené à être dévoilé petit à petit. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on veut apporter à chaque fois du nouveau contenu avec des ensembles narratifs. On va pouvoir développer notre propre histoire dans l'univers de The Division, de nouvelles classes et surtout, on n'en a pas encore parlé, mais on a créé spécialement pour ce jeu un nouveau système qui s'appelle le système gris, un système de jeu qui a une mécanique de résolution qui est très simple et surtout qui va venir accueillir de nouveaux modules de règles. Et ces modules de règles, ils vont apparaître notamment avec les extensions. Donc on va pouvoir gérer des campements de civils, on va pouvoir former des nouvelles recrues, on va pouvoir gérer aussi les agents renégats, les rogue agents qui font partie du lore et des choses comme ça. Donc c'est vraiment une gamme qui est appelée à se développer et qui va s'enrichir de nouveaux contenus narratifs, mais aussi mécaniques au fil des saisons. Oui, donc il y a une certaine volonté de composition, d'amélioration, oui. de développement. Je reviens sur la boîte donc, qui va être sur le Kickstarter. On regardait effectivement le matériel est très riche. Le public qui est attendu, est-ce qu'il faut quand même déjà connaître le jeu vidéo? Est-ce qu'il faut être à fond dans le gameplay d'équipe, voilà, pour commencer ce jeu? Alors non, en fait, pour nous, en fait, le jeu de rôle, il est vraiment conçu comme une passerelle. Donc on veut vraiment qu'il soit accessible dans son propos. Dans la boîte de base, mais aussi dans tous les contenus qui sont proposés, il y a toujours un livret qui est dédié à l'univers, qui est très simple à prendre en main. L'avantage, c'est que The Division, c'est quand même un jeu qui vient de fêter ses 10 ans, qui a un lore qui est très étendu, mais qui est synthétisé au travers à chaque fois des différentes mises à jour, et qui permet une appropriation par le lecteur et le joueur très facile. Le pitch de départ, il est très simple. Effectivement, après, il y a eu des évolutions dans le lore, et puis la chronologie a évolué. Mais en tout cas, nous, notre jeu, il se positionne au tout début de la chronologie. Donc vraiment, si vous la découvrez, vous pouvez assez facilement vous familiariser avec le jeu. Et aussi, on voulait que ce soit une passerelle pour les joueurs de jeux vidéo, qui ait la possibilité, eux qui connaissent l'univers à travers justement les jeux vidéo et d'autres adaptations, par exemple les comics et les romans, cette fois-ci de basculer dans un autre univers qu'ils vont pouvoir incarner d'une manière beaucoup plus différente, avec une proposition qui s'écarte de ce qu'on a pu connaître dans le jeu vidéo. Donc il s'adresse aux deux publics, et la volonté pour nous, c'est de proposer une œuvre qui puisse fédérer et se positionner vraiment au centre de la gamme.
Au niveau de la cible, on est plutôt sur du jeune adulte, au-dessus. Alors c'est Parce très que difficile pour jeux moi d'y vidéo, répondre. même s'il y a un Peggy dessus, on sait très bien qu'il y en a qui jouent. Ouais, mais moi je peux le dire, quand j'ai commencé à écrire le jeu, alors effectivement on a posé cette proposition à Ubisoft avec les grands axes éditoriaux, le système, mais à aucun moment le cœur de cible il a été pensé. Enfin, en tout cas moi quand j'écris pour des gens qui veulent jouer. J'ai pas de cible derrière avec une tranche d'âge, un profil de joueur. Pour moi c'est une expérience qui permet d'offrir une alternative à ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, d'évoluer dans un univers familier et surtout de découvrir et de s'approprier un univers d'une manière différente. Et je pense que le système gris en plus le permet parce qu'il est très simple d'utilisation, donc il a vocation à amener beaucoup de personnes vers le jeu de rôle et de proposer, je pense, une expérience qui peut s'adresser à différents publics sans vraiment qu'il y ait une typologie derrière. Et ce système, il a été donc le système gris, que je ne connaissais pas puisque vous l'avez créé pour le jeu. Et c'est une exclu. Après, c'est une volonté et c'est normal. On va tester moi-même quand j'écris ou je fais des jeux. On se retrouve dans le moment où on se dit mais quel système on va mettre dessus. Il va falloir l'adapter, l'améliorer, voire le personnaliser. Ça a été quand même un gros travail ou ça a été une évidence? Alors, c'est en tout cas l'évidence de faire un système dédié, elle était là dès le début. Parce que c'est une proposition qui est particulière. On voulait quand même que ce soit une passerelle vers d'autres médias, des gens qui connaîtraient le jeu vidéo, qui auraient envie de s'y mettre. On voulait pas un système qui soit trop touffu, qui soit bardé de calculs avec X obligations pour la résolution d'un jet, des difficultés à rallonge et tout plein de modificateurs qui viendraient s'empiler et qui peserait un petit peu sur la lisibilité du système. Et pour nous, en fait, ce dialogue, il était constant entre la mécanique et la proposition de jeu, dans le sens où il fallait que ce soit simple à prendre en main et qu'en même temps, il puisse se déployer, apporter une profondeur sur différents modules de règles, différentes strates que vous n'êtes pas obligé de retenir. Par exemple, je peux vous donner un exemple très simple, mais il y a par exemple un système qui est dédié à l'intégrité. L'intégrité, c'est la boussole morale de l'agent, son sang-froid, comment est-ce qu'il va supporter certains éléments qui vont apparaître dans les missions. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé dans le jeu vidéo, parce que c'est pas du tout le postulat, c'est pas quelque chose qui doit être adressé dans le jeu vidéo, qui est un jeu vidéo d'action, c'est un third-person shooter. Mais des fois, on est confronté à des scènes de massacre. Peut-être avec des gens qu'on connaît. Quelle est la moralité derrière ça, voilà, du personnage? Quelle est la moralité? Comment est-ce qu'on supporte ça? Comment est-ce qu'on peut poursuivre sa mission, qui est quand même une mission de sauvegarde de la société? À quel prix? Jusqu'où on est prêt à se décaler sur sa boussole morale pour atteindre ses objectifs? Et ça, c'est quelque chose qui est soutenu par un système dédié dans le jeu. Mais c'est des thématiques qui peuvent être très lourdes à la table. Et il y a vraiment un disclaimer pour le meneur de jeu qui s'appelle le coordinateur, en lui disant: si vous estimez que ces thématiques-là, elles sont trop lourdes à la table, elles ne s'y prêtent pas, vous pouvez tout à fait écarter ce pan de jeu et vous dédier simplement à la résolution de crise, à la gestion de conflits, sans interroger justement la résilience de vos agents. Oui, ça me rappelle un peu un autre jeu vidéo, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Fairies ou un truc comme ça, où en fonction de tes choix, ton personnage évoluait et l'histoire évoluait aussi en fonction de ces choix-là. Là, est-ce que ça veut dire que le background va s'enrichir différemment en fonction des choix et de la moralité? Oui, on voulait vraiment qu'il y ait un système de choix et de conséquences dans l'idée que dès que vous prenez une décision, en fait, elle va influer sur le monde alentour. Alors il y a des jeux de rôle qui le font différemment, par exemple Dishonored, où vous allez avoir des points de chaos et le monde va se modifier en fonction. Là, c'est vraiment plutôt si vous avez facilité la recapture de tel quartier, sauver telle personne, vous avez une chance de la recroiser par la suite. Par exemple, notamment dans le recueil de scénarios, il y a ce qu'on appelle le réseau d'intrigue, qui est toujours en ouverture de scénario, qui va dire si vous êtes dans tel quartier, que vous avez précédemment accompli telle mission et que vous avez ciblé cette personne, ça va vous donner un atout. A l'inverse, si vous l'avez tué, voilà ce qui va se passer. Et un autre exemple là-dedans, c'est qu'en début de mission, les joueurs, collaborativement, ils ont le choix de modifier un petit peu la mission en tirant des cartes secrètes qu'on appelle les paramètres de mission. Et il faut bien comprendre que certaines cartes paramètres, elles vont avoir une incidence très marquée sur la partie, parce que, par exemple, dans les PNJ alliés que vous allez rencontrer, d'un coup, il y a un traître. Mais ça, vous ne le savez pas. Et ça, c'est complété par un autre système qui est celui des objectifs secondaires, que vous pouvez choisir en disant « j'ai mon objectif de mission, je veux rajouter des affectations secondaires, qui, si je les accomplis, en fait, vont me donner des points d'expérience supplémentaires à la fin. Mais par contre, si je n'arrive pas à les honorer,
il y a vraiment des retombées qui vont se traduire très concrètement avec le fait que dans les missions suivantes, les civils vont avoir une dent contre vous et vous aurez un malus au jet contre eux, ce genre de choses. Donc il y a vraiment l'idée que vous êtes des personnages qui vont changer le visage de la société américaine, qui sont appelés à la relever, à la protéger de l'anarchie, mais il faut bien comprendre que chaque décision, elle doit être évaluée et elle sera lourde de conséquences. Donc, en somme, on n'est pas obligé de connaître, parce que je remarque qu'on est quand même vachement accompagné, on n'est pas obligé de connaître le lore ou d'avoir déjà joué à Division. Non, non, pas du tout. Et puis surtout, l'avantage aussi des gammes comme ça, qui sont très ancrées dans l'univers vidéoludique et dans l'imaginaire des joueurs, c'est que si vraiment le meneur il a des incertitudes, il peut se rendre sur n'importe quel site, que ce soit des wikis, il y a un Wikipédia qui est très fourni, le site d'Ubisoft qui explique les choses, et surtout il y a des vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer le lore en 10 minutes, et en plus de ce qui est dans la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre et vous lancer. Alors pour finir, quel conseil tu donnerais aux futurs MJ, aux futurs joueurs du jeu? Faites-vous confiance, toujours. Moi je pense que le jeu de rôle ça reste avant tout un divertissement. Il faut savoir se ménager ses erreurs, ses zones grises. Donc faites-vous confiance, faites confiance aux joueurs et surtout faites de ce jeu qui est motorisé par un système qui est assez modulaire, faites de ce jeu le vôtre. N'hésitez pas à prendre ce qu'a à offrir le système gris et à ajouter, à écarter ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et lancez-vous dans votre propre The Division. Eh ben, Robin, je te remercie. Je souhaite tout le meilleur, mais pour Arcade, j'ai toute confiance en la gamme en général. Il faudrait voir ma bibliothèque, mais c'est un peu ça. Et puis on se retrouve le 12 mai pour le Kickstarter et voir un petit peu comment ça se passe. Mais je suis sûr que dès la première heure, ça va tout déchirer. Ouais, on l'espère en tout cas. Merci à toi pour l'interview et merci aux auditeurs. Puis là, on continue la Ludiverse. On est au petit matin, donc il commence à y avoir du monde. Donc je vais te laisser retourner à tes occupations. C'est gentil. Voilà. Merci encore. À très vite. Ciao. Salut.